Chapitre 40. Grâce à sa soudaine notoriété et à sa montée en grade dans la hiérarchie de l'armée de l'Élysée, Lupin avait eu accès aux informations qu'il convoitait tant. Il avait retrouvé Tilsa. Ce dernier n'était pas mort. Tilsa avait été affecté dès son recrutement comme geôlier dans les mines géomanciques du nord d'Europée, où il avait pour mission de forcer des esclaves à extraire des objets de l'ambre. On y envoyait comme gardiens la plupart des adolescents humains enrôlés. Ils avaient le profil psychologique idéal pour ce genre de tâches. A priori, Tilsa s'en était d'ailleurs bien tiré. En peu de temps, il était monté en grade. Connaissant l'individu, Lupin ne fut guère surpris qu'il ait excellé dans l'art de faire du mal aux autres. Tilsa travaillait pour le stratomancien, le génie qui avait remis en route tout un tas d'artefacts extraits des strates géomanciques. Lupin n'avait pas pu le rencontrer encore, mais la visite de cet important régiment lui avait enfin permis de voir de plus près les fameuses machineries dont tout le monde parlait tant. On lui expliqua que les technologies emprisonnées dans les strates étaient normalement inertes. Il s'agissait assurément de mécanique qui, d'après la théorie généralement admise, avaient fonctionné lors d'un futur lointain, mais qui étaient toutes devenues hors service pour des raisons inconnues. Le génie du stratomancien était double. D'une part, il comprenait de manière presque intuitive l'usage que cette civilisation avait pu faire de ces objets. D'autre part, une mystérieuse magie irradiait en permanence de lui sur plusieurs lieux à la ronde et faisait revenir à la vie tous les artefacts extraits de l'ambre. Pour le moment, ces machines étaient uniquement cantonnées à la logistique et permettaient une supériorité écrasante. Il s'agissait d'engins capables de se mouvoir tout seuls, sans aucune bête de trait ou de somme à soigner ou nourrir. Ces charrettes ne nécessitaient pas même du sommeil. Il fallait simplement les recharger de temps en temps en eau et en charbon. C'en était fini de l'étirement infini des lignes d'approvisionnement et des transports épuisants de matériel. Chance extraordinaire pour Lupin, Tilsa n'était plus dans le nord. Les filons s'étaient taris et il était, non loin de lui, dans des lieux réputés pour leur activité géomancique élevée. Lupin ne désirait qu'une chose, se rapprocher de Tilsa dans l'espoir hypothétique de retrouver Célène. Il en avait fait la demande plusieurs fois, mais cela lui avait été refusé. L'archange avait d'autres plans pour le chevalier à la canne à pêche. Il était son héros, un modèle pour les troupes et les recrues des réserves. Alors, il l'emmenait partout dans ses déplacements. Lupin était obligé de suivre la cour et de parader. Malheureusement, sa soudaine notoriété, au lieu de l'aider dans sa quête pour retrouver Célène, jouait en sa défaveur. Lupin s'était d'abord plié à l'exercice qui le rendait aussi populaire que mal à l'aise. Il avait dû visiter chacun des régiments du front, en compagnie de la cour de l'Archange, et avait été acclamé à chaque fois. Depuis qu'il avait tué le Béhémoth, Lupin était adulé par les soldats, et très apprécié également des nombreuses personnes qui travaillaient dans l'ombre. Toutes les rumeurs avaient été savamment orchestrées par les espions de l'Archange. Dans l'armée, à la cour, dans les réserves, on ne parlait plus que de lui. Il était invité par tous les puissants et faisait l'objet des convoitises des courtisanes. Mais Lupin avait d'autres préoccupations et ne s'intéressait même pas à ces tentations, à tel point que des rumeurs commencèrent à courir et que c'étaient maintenant des jeunes hommes qui s'aventuraient en propositions scabreuses. Pendant ce temps, le mécontentement de Lupin montait. Il changea alors de tactique et abandonna la docilité. Lors de la visite du 11e régiment, Lupin se plaignit ostensiblement à quiconque lui parlait des refus successifs dont il avait fait l'objet. Son échevin ne cessait de lui faire des gros yeux pour qu'il se taise, mais sans succès. Lupin en avait assez d'être considéré comme un pion. Après tout, Pensait-il. si vraiment ce que j'ai fait est héroïque, est-ce que je ne mérite pas en récompense la seule chose que je désire ? La réponse de l'archange ne tarda pas. Dès le lendemain, une sanction sans appel tomba, ainsi que la tête de son échevin, qui avait failli. La promotion déguisée avait tout d'une disgrâce. L'archange n'avait pas aimé qu'il n'obéisse pas, et il lui faisait savoir par une affectation dans un commando spécial, réservé aux têtes brûlées, aux désobéisseurs et autres psychotiques suicidaires de l'armée. On lui fit comprendre que ses jours étaient comptés et que sa demande de mutation près du stratomancien lui serait définitivement refusée. Dans le même temps, toutes ces permissions furent annulées pour nécessité de service. L'avant-garde au complet avait eu ordre de s'approcher de la Pythie. Une bataille était imminente. Il regretta de ne pas avoir été plus prudent. Dès le petit matin, lorsqu'il fut arrivé dans ses nouveaux quartiers sur la première ligne de front, il commença à échafauder des stratégies pour s'éclipser discrètement. Il s'attela à la préparation de plans de désertion abracadabrantesques. Il passa une bonne partie de la journée à réfléchir, tout en observant le camp adverse plongé dans une profonde désorganisation. Les réfugiés, acculés, tentaient maintenant de s'improviser en armée. Les soldats de la Pythie, reconnaissables à des éléments de leur costume bleu, se retrouvèrent fractionnés en bataillons chargés de gérer à la va-vite ces renforts malgré eux. Ils étaient nombreux mais paniqués.
Il assista de loin à plusieurs bagarres d'envergure. Il n'y avait pas le même genre de problème dans l'avant-garde. Certes, la peur des uns et des autres était palpable, mais elle était moins forte que de celle des espions de l'Archange. Toutefois, il ne fallait pas sous-estimer les forces des Tartares, disaient certains soldats. Certaines créatures qui leur faisaient face pouvaient avoir la puissance de dizaines de combattants à elles seules. Pour Lupin, qui avait visité bon nombre des régiments de l'avant-garde, il ne faisait aucun doute que la victoire serait remportée par les forces de l'Élysée. Quant à lui, il espérait surtout survivre aux jours à venir. Il commençait à entrevoir la désertion comme seule possibilité. L'après-midi était déjà bien entamé lorsqu'on lui facilita la tâche en lui offrant une occasion. Il se vit affecté à une mission spéciale, en binôme avec un ange adulte qu'on lui présenta. Son rôle était de s'infiltrer dans les murs de la Pythie pour tuer l'oracle en personne, la créature qui régnait sur cette cité. L'ange zélé qui le conduirait le déposerait discrètement sur le toit du palais. Lupin devrait ensuite entrer, localiser l'oracle et le tuer. Quand Lupin objecta qu'on lui avait dit que l'oracle avait pour réputation de lire l'avenir et que par conséquent non seulement il ne serait pas surpris mais qu'il les attendrait avec un comité d'accueil, on lui répondit simplement que les voies de l'archange étaient impénétrables. Il devait obéir et se taire, en somme. Un seul échange de regards avec l'ange, chargé de l'escorter par les airs, fit comprendre à Lupin qu'il s'agissait d'un fanatique au service de l'archange. Il était presque certain qu'il l'abandonnerait sur place. C'était une mission suicide. Voilà comment, après en avoir fait un héros, l'archange comptait en faire un martyr et se débarrasser de Lupin, pour la seule raison qu'il avait eu l'audace de le critiquer. Lupin n'avait pas l'intention de tuer l'oracle. Il allait mener la mission à bien, atterrir sur le toit du palais et tenter de changer de camp. Il offrirait ses services à la cité, prétexterait sa malédiction, essaierait de contacter Anorin et Gunshi, il supplierait s'il le fallait. Il ne lui resterait plus qu'à parvenir à déserter l'autre armée et retrouver Sélène où qu'elle soit. Lupin avait une sérieuse envie de vomir et des fourmis dans les bras, là où le tenait l'ange. Heureusement que ce dernier disposait d'une force surnaturelle, car aucun harnais n'était prévu. Lupin ne sentait même plus la douleur qu'il avait éprouvée au dos au début de leur envol au contact de la masse proéminente de la ceinture de l'ange. Il s'en était plaint, mais la ceinture en question était, au dire de son partenaire peu loquace, indispensable à son confort de vol. Le plan était simple. Il devait s'élever, puis plonger rapidement vers la cité afin d'échapper le plus possible aux harpies, dont la vue à cette heure-ci était très mauvaise, et qui patrouillaient davantage au-dessus de la ligne de front et des remparts. L'idée de surgir du ciel en plein cœur de la ville n'était pas absurde. S'ils n'avaient pas eu affaire à l'oracle, ils auraient eu de grandes chances de succès. Alors que la nuit commençait à tomber, ils s'étaient élevés pendant un long moment jusqu'à atteindre les nuages bas, au milieu desquels ils étaient restés cachés. Puis, le temps d'une descente en piqué était venu. L'estomac de Lupin était retourné. Le vent était si fort qu'il ne parvenait plus à ouvrir les yeux. Il se sentait un pantin désarticulé. Il n'attendait que la chute et une mort qu'il pressentait inévitable. Il ressentit un à-coup et jeta un coup d'œil, juste à temps pour constater que l'ombre d'une créature, sans doute une harpie, avait essayé de les percuter en plein vol. Puis, il y eut un nouveau mouvement, et encore un autre. C'étaient bien des harpies. Elles tentaient de les intercepter, ils étaient attendus. Ils n'étaient plus qu'à quelques centaines de pas du palais. L'ange devait maintenant ralentir, sans quoi ils allaient le percuter. Au lieu de déplier ses ailes pour diminuer sa vitesse, l'ange raffermit sa prise sur Lupin et piqua de plus belle vers le palais. « Pour l'Élysée !» Lupin commença à se demander si la mission était bien une mission d'infiltration. Il comprit alors que la ceinture qui lui rentrait douloureusement dans le dos était une ceinture de nitromagie énorme, bien plus grosse que celle des Angelots. Des souvenirs de la colossale explosion dans la réserve, lorsqu'il avait perdu Sélène, ainsi que de l'immense cratère et des centaines d'arbres couchés et calcinés alentour, lui revinrent. L'objectif de l'ange n'était pas de se poser, mais bien de se faire exploser sur le palais avec Lupin dans les bras. Lupin essayait alors de se libérer de sa prise sans succès. La force de l'ange était terrifiante. À cet instant, il y eut un premier choc qui les envoya virevolter. Puis un second qui donna de rechef à Lupin l'impression d'être un pantin désarticulé. Un troisième heurt fit lâcher prise à l'ange qui partit en vrille, dans une trajectoire opposée à celle du palais, tandis que Lupin tombait irrémédiablement vers sa destination première. Ballotté en tous sens, incapable de s'immobiliser, il sentit deux cerfs l'attraper par les jambes, ce qui eut pour effet de freiner enfin les mouvements de son corps. La harpie qu'il avait interceptée tentait de ralentir sa chute. Le choc fut toutefois rude. Une explosion de douleur le gagna lorsqu'il heurta le toit du palais. Le souffle coupé et le thorax en feu, Lupin était à la recherche de la moindre parcelle d'air qui aurait accepté d'entrer dans ses poumons. Longtemps, immobile sur le ventre, sa respiration revint petit à petit et avec lui une myriade de douleurs.
Alors qu'il luttait pour ne pas s'évanouir, il lui sembla apercevoir dans la pénombre naissante l'ange se battre avec une dizaine de harpies au moins. Elles s'acharnaient sur lui. Des plumes volaient en tous sens. L'ange se débattait comme un beau diable. Mais elles l'empêchaient de s'écraser sur la cité. Elles l'entraînaient progressivement vers la mer et il n'y pouvait rien. « Lupin, j'étais inquiet. Pour toi, j'avais si peur. » Gronda une puissante voix. Lupin, perclus de douleur, se releva tant bien que mal en direction de la source sonore. À quatre pattes, il chancela et son visage tomba nez à nez avec le museau immense d'un dragon noir aux écailles iridescentes. Lupin n'eut même pas la force de crier. Il ouvrit la bouche pour parler, mais du sang en coula. « Il est trop mal en point. Faites venir un soigneur !» Rugit le dragon avec une voix puissante, totalement inhumaine. La vue de Lupin se troubla. « Lupin, garde ton calme et reste bien avec moi. Ne ferme pas les yeux, concentre-toi sur ma voix. » Anorine, pensa-t-il. En dragon. Le destin est cocasse. On devait se retrouver ici pour qu'il m'aide, mais je ne pensais pas que ça serait pour m'aider à mourir. « La fille est là, Lupin. Sélène est au palais. » À cet instant, Lupin vit dans la pénombre l'ombre floue d'une jeune fille accourir vers lui en criant son prénom. Ce son, à peine audible, lui parut doux. Il luttait contre l'évanouissement. Toujours à quatre pattes, il toussa et du sang coula de sa bouche. Il le distingua nettement, lorsqu'un bout de lune perça à travers les épais nuages et éclaira une petite flaque rouge sur le sol. Il y avait beaucoup trop de sang. Il perdit l'équilibre et roula sur le dos. Lorsque Sélène se pencha sur lui, il eut un sourire. Elle lui parlait, mais il n'entendait pas. Elle avait l'air triste. Lui était soulagé. Il l'avait enfin retrouvée. Ses pensées perdaient en cohérence. Il observait le ciel nocturne, au-delà de l'ombre floue du visage de celle qu'il aimait. Son regard croisa alors une lune parfaitement ronde qui achevait de se découvrir entre deux nuages. Le soulagement éprouvé laissa place à une profonde peur. Ses pensées allèrent de nouveau vers Sélène. Avec tout ce qui venait de lui arriver, il en avait oublié le danger qu'il pouvait représenter pour les autres. Il ne savait même pas que cette lunaison prenait fin cette nuit. Il sentit immédiatement une force nouvelle courir en lui. Une idée le révolta. Il ne pouvait pas avoir accompli tout cela par amour pour en fin de compte être le meurtrier de celle qu'il aimait. Il devait s'éloigner au plus vite avant qu'il ne la blesse ou ne la tue. En mobilisant toutes ses ressources mentales, il fit refluer un peu l'énergie puissante et incontrôlable qui était en train de le gagner. Il en conserva une toute petite fraction pour chasser Sélène d'une main, mais plus fort qu'il ne l'aurait souhaité. Enfin, il utilisa ce qui lui restait de conscience humaine pour marmonner un mot à l'attention d'Anorine. « La lune !» Puis il s'effondra et se raidit. Sélène avait roulé à deux foulées de là et se relevait avec peine. Elle pleurait et ne comprenait pas pourquoi il l'avait repoussée. Anorine tourna sa tête de dragon vers le ciel et réagit immédiatement au danger. Il se redressa, interposa une aile entre Sélène et Lupin, puis il enserra Lupin de ses immenses griffes au moment où les premiers spasmes de la transformation commençaient. Il donna une impulsion et dans un violent battement d'ailes décolla, emportant Lupin avec lui. Plus bas, Anorine entendit Sélène crier « Comprend-elle le péril que cette cité ici-bas court un grand danger si je ne l'éloigne pas ?» Le palais et probablement la cité tout entière risquaient d'être anéantis par la malédiction qui gagnait Lupin. Anorine se dirigea vers la mer. Il devait lâcher Lupin sous sa forme de truite-garou dans un milieu aquatique, même s'il n'était pas certain que l'eau salée lui conviendrait. Cette technique avait fonctionné à 2 reprises lors de leur marche ensemble, mais il était pressé d'aller au plus proche. Il n'était pas sûr d'être capable de tenir Lupin longtemps. Ses spasmes étaient devenus des tressaillements. Qu'est-ce qu'il glissait ? Anorine était obligée sans arrêt de raffermir ses prises, de repositionner ses 2 pattes qu'il utilisait à tour de rôle. Autour de lui, des harpies criardes faisaient un boucan terrible. Tout se déroulait à peu près bien, mais les frétillements de Lupin devinrent frénétiques. Anorine estima que la transformation du jeune homme venait de s'achever. La violence des à-coups faisait se contracter sa musculature de dragon. Il sentait les chocs résonner dans les os de son squelette. Son vol commença à en être altéré. Combien de temps parviendrait-il à le tenir ainsi ? Il n'en savait rien. Des à-coups d'une brutalité extrême lui faisaient perdre le contrôle de sa trajectoire. Il maintint sa prise. Son vol devint fou. Il n'arrivait plus du tout à garder un cap. Pire, il s'éloignait de son objectif qu'était la mer.
Alors qu'il dépassait les remparts de la cité, il sentit que la truite-garou échappait à ses griffes. Il disposait encore d'une belle altitude, mais la truite-garou le secouait en tous sens et le rendait presque incapable de battre des ailes. Anorine commença à chuter. Ses pattes se retrouvaient tantôt en dessous, tantôt au-dessus de lui. Il ne maîtrisait plus rien. La truite-garou glissa de ses griffes. Il avait vaguement conscience de se trouver juste au-dessus des réfugiés qui campaient devant la cité. Anorine ne pouvait pas laisser tomber son dangereux passager à cet endroit, ce serait un carnage sinon. La tête en bas et les pattes en l'air, Anorine ajusta un puissant coup de son aile qui expédia la truite-garou en direction des lignes ennemies. Il te faudra tenir jusqu'à ce que je revienne. Une gorgone sur le dos pour te changer en pierre. Survis encore un peu et Célène sera tienne. N'ayons qu'un seul espoir, fuir cette atroce guerre. Les trompettes sonnèrent alors à l'unisson dans l'avant-garde élyséenne. Lupin avait eu accès... Oh merde. avait eu ordre de s'approcher. Je l'ai refait. Vous avez vu, je l'ai refait. Joli. Ça m'a sauté à la gueule, écoute. Ah, je suis désolé, hein. Je vais vous essuyer le visage. Certes, la peur des uns et des... Tu me fais une blague? C'est bon. Attends, j'attends que la guerre elle ait fini de descendre. Était à la recherche de la moindre parcelle d'air. Putain, moi aussi je la cherche, la parcelle d'air.